Voilà. Donc, jusqu'à tout à l'heure, on avait fait à peu près le tour d'un certain nombre de questions, partant de la définition des concepts tels que la donnée, l'information, la connaissance, les bases de données. On a parlé de la qualité des données, on a parlé des différents critères qui régissent une donnée de qualité. On a parlé, par exemple, de l'exactitude, de l'exhaustivité, de la fiabilité, de la confidentialité, de la promptitude, de la complétude. Et on a parlé de l'assurance qualité des données, qui est un processus qui vise à maintenir, n'est-ce pas, dans le cadre de l'implémentation d'un projet, à maintenir des données de qualité tout au long du processus, du projet, quoi, en termes d'acquisition et de traitement. On a vu que ce processus d'assurance qualité des données-là, c'était en effet la combinaison de deux processus que sont le suivi de la qualité et l'amélioration de la qualité. Dans le suivi de la qualité, il était question qu'en permanence, on devait contrôler les données pour identifier des éventuels soucis qui se présenteraient au niveau des données. Et quand cette évaluation-là devait se faire de façon fréquente, en permanence. Et qu'une fois que le suivi des données de la qualité a permis d'identifier des problèmes, que dans le cadre du processus d'amélioration, qu'on essaye de trouver en utilisant des outils à notre disposition, qu'on essaie de trouver des solutions et de mettre en œuvre des plans d'action correctifs. Tout ceci dans le seul but de mettre à la disposition des faiseurs de décision, des preneurs de décision, des données de qualité sur lesquelles ils pourront s'appuyer pour orienter la mise en œuvre des programmes, des politiques et même des projets. Juste pour préciser qu'ici, il faut voir que dans le cadre de la prise de décision, à toutes les échelles, il est très important de pouvoir s'appuyer sur la base, sur des données. Parce qu'aucune décision ne se prend sur la base de l'intuition ou de l'imagination. La prise de décision est un processus scientifique. Et en tant que tel, ça doit donc s'appuyer sur un ensemble d'éléments, parmi lesquels les données de qualité. Et plus encore, dans le cadre des soins des patients, vous n'êtes pas sans ignorer l'impact que peut avoir une mauvaise décision prise dans le cadre du suivi d'un patient. Et donc, le personnel soignant se retrouve dans une situation où toutes les décisions qu'elle prend ont un impact direct sur la vie d'une autre personne. À partir de ce moment, la prise de décision devient un élément critique. Et c'est pour ça que lorsque vous avez la responsabilité de générer les données, ou plutôt de générer l'information ou la connaissance sur lesquelles le personnel de soins devrait s'appuyer pour prendre les décisions dans le cadre de leur activité. Vous devez donc prendre conscience de
l'importance ou du caractère délicat de l'activité de collecte des données. Donc, alors, quand on dit suivi de la qualité des données, on a entendu que le suivi, c'est un contrôle permanent, identification des problèmes. Alors, le contrôle en lui-même, c'est donc quoi? Le contrôle, c'est une opération qui est destinée à déterminer avec des moyens appropriés si le produit contrôlé est conforme aux spécifications ou aux exigences préétablies et en incluant donc la décision d'acceptation ou de rejet ou de retouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cadre, par exemple, du contrôle de la qualité des données, on part sur le principe que les données qu'on voudrait avoir, on a leurs spécifications. Et contrôler consiste à vérifier que les données qu'on a collectées correspondent aux spécifications. Que veut dire données qui correspondent aux spécifications? Je prends un exemple. On veut collecter, comme j'ai dit au départ, l'âge, les âges des adolescents exposés au VIH. La donnée qu'on veut collecter, donc on mène une étude sur les adolescents exposés au VIH. L'exposition, on peut avoir plusieurs facteurs d'exposition. Hein. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails des facteurs d'exposition. On veut juste, je dis juste l'étude, c'est mener, on mène des études sur des adolescents exposés au VIH. Alors, une norme, une spécification, par exemple, on a dit adolescent. Et donc, une des données qu'on va collecter, c'est l'âge. Donc, pendant le contrôle des données, je regarde une ligne de ma table, de ma base de données, et je vois au niveau de âge, je vois 28. Cette donnée-là, c'est certes la valeur de l'âge d'une personne. Mais est-ce que dans le cadre de l'étude, cette valeur-là peut correspondre aux spécifications? Ça attire mon attention normalement. Parce que selon les spécifications, on ne s'attendrait pas à ce que un adolescent ait 28 ans. Donc, lors du contrôle des données, cette donnée-là doit attirer mon attention. Mais quand ça attire mon attention, je ne peux pas tirer de conclusion pour dire que c'est une mauvaise donnée. Ça ne correspond pas aux spécifications. Je dois donc essayer de comprendre. Comprendre, c'est pour faire quoi? C'est pour dire, OK, c'est une donnée qui ne tient pas. Ce patient-là exclu de l'étude. Ou pour dire, ah non, c'est une erreur de saisie. La personne ayant contacté l'agent de saisie, il a reconnu cette ligne de données-là et il nous dit que non. Il voulait écrire 2,8 et il a écrit 28. Ou tout simplement, il voulait écrire 8. Mais en saisissant sur le clavier, comme 8 est proche de 2, il peut dire n'importe quoi. Il a saisi, il a appuyé sur les deux touches en même temps et ça a saisi 28. Comme dans ce cas-là, la décision peut être ceci. OK, données acceptées,
mais nécessite qu'on retouche, qu'on y apporte une modification. Pourquoi? Parce qu'on a fait une sorte de comparaison avec la source de données et on s'est rendu compte que la donnée a juste été mal saisie. Donc, on peut corriger cette donnée-là sans détériorer la qualité, l'intégrité de la donnée. Donc, voilà un exemple de spécification. Un autre exemple peut être, en termes de spécification, c'est qu'on a fait un questionnaire où on va collecter le sexe. Et il était précisé que pour indiquer le sexe d'un participant à l'enquête, on utilise les lettres M pour masculin et les lettres F pour féminin. Mais on se rend compte rapidement en jetant un coup d'œil sur le tableau qu'il y a des personnes qui ont pour valeur sexe, on a mis par exemple S. D'autres, on a mis 1 ou 2. Donc, ce contrôle-là nous permet d'identifier rapidement qui se pose un problème. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite, première chose à vérifier, c'est se reporter à la source de données. Monsieur Kenyé, vous arrêtez votre vidéo et puis vous vous mettez sur mute pour éviter de saturer la bande et permettre aux autres de mieux suivre. Ok, merci. Voilà. Donc, vous voyez, il s'agit là des erreurs possibles qu'on peut trouver dans les données. Il peut y avoir d'autres données où on ne voit pas d'erreur directement, mais qui ont des problèmes d'incohérence. Imaginez qu'on a trois colonnes. Une colonne âge, une colonne sexe et une colonne taille. À colonne âge, on voit une valeur du genre M. À colonne sexe, on voit une valeur du genre 12. Et à colonne poids, on voit une valeur du genre 52. On comprend bien qu'ici, au moment du contrôle, on identifie qu'il y a un problème. Mais c'est un problème qu'on peut aisément comprendre et résoudre. C'est qu'au moment de la saisie des données, celui qui saisit a confondu les colonnes. Il y a donc un problème de cohérence. C'est-à-dire, il a saisi la valeur de l'âge dans la case sexe et il a saisi la valeur sexe dans la case âge. Vous voyez, c'est là des petites opérations de contrôle qu'on peut mener autour des données pour être sûr qu'à la fin, avant de commencer l'analyse, on a des données de qualité. Et comme je disais, ces opérations-là, ce sont des opérations que lorsque vous êtes sur une enquête, vous devez, ça doit être une routine journalière. Si c'est pour votre projet de mémoire, je suppose que vous faites la collecte tout seul. Mais même jusque-là, la question c'est, est-ce que la qualité n'entre pas dans l'assurance? Bien sûr. Bien sûr. Si vous avez vu le schéma précédent, voici qualité. Ça fait partie, le contrôle, c'est un processus qui entre dans le suivi. Le tableau précisait bien. Pourquoi je parle de contrôle de façon particulière alors que j'ai déjà parlé d'assurance? C'est parce qu'effectivement, comme je dis, c'est une activité extrêmement importante et peu importe la taille du projet que vous avez à faire,
vous devez mener cette activité-là au quotidien pendant que vous faites votre collecte de données. Vous menez l'activité au quotidien. C'est pour ça que j'ai tenu à intégrer ce point-là comme un point particulier. J'étais justement en train de vouloir dire, même si c'est dans le cadre de collecte de données pour votre mémoire, par exemple, vous collectez les données seuls. Le piège, c'est que vous soyez tenté à dire que puisque vous collectez seul, vous êtes sûr que vous collectez bien. Mais c'est une erreur parce qu'en réalité, pendant que vous collectez, vous n'avez pas une vue d'ensemble de vos données. Donc, de façon journalière, quand vous revenez à la maison le soir, la dernière activité que vous devez faire, soit quand vous revenez le soir, soit tôt le matin avant de commencer. C'est une activité extrême, soit de début, soit de fin, qui va consister à dire les données que j'ai déjà collectées, est-ce qu'ils sont corrects? Vous faites un contrôle. La conformité, est-ce que c'est conforme à ce qui est attendu? Est-ce que c'est exact? Est-ce que, oui, pour la source, vous n'avez pas trop besoin puisque c'est vous-même qui collectez. Donc, vous imaginez que vous collectez au bon endroit. Mais au moins, la précision, la cohérence ou encore l'exactitude, ça doit être, vous devez vérifier cela. Et ça, c'est tous les jours. Si vous le faites tous les jours, c'est sûr qu'à la fin de votre collecte des données, vous avez des données valides, c'est-à-dire sans erreur, sans erreur de saisie, sans biais, des données cohérentes. Lorsque vous les avez ainsi, vous pouvez démarrer l'analyse. C'est sûr que vous avez des données de qualité. Voilà. Donc, pour répondre directement à la question, la qualité, l'assurance qualité englobe bien le contrôle de la qualité. Le contrôle de la qualité, c'est une étape du processus de suivi de la qualité, le suivi. Et c'est pour ça, quand on dit suivi, vous comprenez que c'est une action permanente, de routine. Maintenant, lorsqu'on fait déjà le suivi, c'est-à-dire contrôler tous les jours et d'identifier les problèmes et voir ce qu'on peut faire, ça c'est le suivi. On peut essayer d'améliorer. Améliorer veut dire on trouve des stratégies pour résoudre les problèmes qu'on a identifiés de façon à ce que pour l'étape suivante, qu'on n'ait plus ces problèmes. On a vu un exemple tout à l'heure où, pendant qu'on saisissait les données, il y avait un groupe d'agents de collecte qui utilisaient, par exemple, un clavier QWERTY et donc, par conséquence, les mots avec les accents, ils ne pouvaient pas les saisir de la même façon que ceux qui utilisaient le clavier AZERTY. Une des solutions, c'était de dire, on met à disposition de tout le monde un clavier AZERTY. Maintenant, l'amélioration, c'est dit, on a trouvé cette solution, il faut effectivement mettre ça à disposition. Donc, par exemple, lorsqu'on a trouvé cela, le chef de projet doit directement définir un budget pour l'achat des claviers. Et lorsqu'il a acheté et qu'on a remis aux agents de collecte, il faut faire le suivi de cette implémentation-là. On doit suivre pour être sûr qu'ils ont effectivement commencé à utiliser le clavier et que si c'était vraiment un problème de clavier, le problème a été résolu. Donc, désormais, on ne trouve plus ce type d'erreur-là dans les données qu'ils vont envoyer. Ça, c'est en gros la différence, ou plutôt de façon concrète, ce que veut dire assurance des données, assurance de la qualité des données, qui englobe bien sûr le contrôle de la qualité. Voilà. C'est Piaget. Prière d'arrêter votre vidéo. Voilà. Donc,
Maintenant qu'on a bien compris, voilà un tableau qui essaie de ressortir sommairement le cadre de l'assurance qualité des données. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attendrait? Quels sont les éléments à prendre en compte lorsqu'on est toujours dans l'assurance qualité? Alors, d'un côté, on a le système de gestion des données. C'est quoi ce système? C'est dans ce système qu'on a les éléments qui permettent de gérer les données. Par exemple, quelles sont les sources? Quelle est la méthode de collecte? Comment est-ce qu'on compile les données? Quelles sont les analyses qu'on fait? Comment on reporte les données qu'on a analysées et quelle utilisation on en fait? Tous ces éléments-là entrent dans le système de gestion. Maintenant, le système de qualité des données, à côté, lui, il va s'appuyer sur les critères qu'on a déjà définis et l'appliquer à chaque fois, à chaque palier au niveau du système de gestion des données. Et l'idée, c'est de permettre la vérification de l'ensemble des données qui sont produites dans le système global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on est en train de vérifier la qualité des données ou pour assurer la qualité des données, on doit s'assurer que les sources sont fiables, exactes. Bref, les sources elles-mêmes sont des sources fiables de qualité. On doit s'assurer que le processus en lui-même de collecte ne relève pas de soucis. On doit s'assurer qu'une fois que les données sont collectées, la façon de les compiler. Parce que si vous avez 100 agents de collecte sur le terrain, ça veut dire que lorsqu'ils ont collecté, il faut compiler leurs données pour centraliser. Ce processus de compilation-là aussi est sujet à contrôle, à évaluation. L'analyse lui-même. Une des choses que j'ai aussi constaté en travaillant souvent avec des épidémiologistes, c'est que parfois, dès qu'on a défini ses hypothèses ou sa question de recherche, on se jette sur le terrain, on sort rapidement en questionnaire, on se jette sur le terrain et on se met à collecter les données. Le piège dans ça, c'est parfois on collecte les données et on arrive au moment de l'analyse, on se rend compte que les données qu'on a collectées ne nous permettent pas de répondre à la question d'analyse, à la question de recherche. Alors, ma petite expérience m'a montré qu'en réalité, c'est dû au fait que très peu de personnes définissent un plan d'analyse avant de concevoir leur questionnaire. Logiquement, ce qui doit être fait, c'est quoi? C'est que vous avez un sujet, un thème d'étude, vous trouvez la question de recherche, vous définissez les hypothèses, vous établissez le plan d'analyse. Et le plan d'analyse, pourquoi on l'établit? Parce que le plan d'analyse nous permet à nous assurer que l'analyse qu'on fera nous permettra de répondre à toutes les questions, à la question et les sous-questions de recherche pour satisfaire les différentes hypothèses qu'on a dressées. Et c'est à partir de ce moment que le plan d'analyse devient très important. Et donc, lorsqu'on a défini un plan d'analyse, le plan d'analyse aussi nous guide sur le questionnaire. Parce que, je prends un exemple, si on dit qu'on voudrait faire
une étude, comme j'ai dit, sur les adolescents exposés au VIH. Dans mon plan d'analyse, par exemple, je peux dire que je voudrais connaître le taux ou le nombre, la proportion d'enfants nés de mères VIH positifs. Donc, si je me dis cela comme élément d'analyse que je dois faire, cet élément-là me fait déjà comprendre que j'aurais besoin de connaître le statut de la mère de chaque enfant. Vous voyez un peu le lien. Alors que si je n'avais pas mis ça dans mon plan d'analyse, il est fort probable que je sois allé sur le terrain collecter les informations sur les adolescents sans collecter l'information sur le statut de leurs parents. Et donc, probablement, je serais allé collecter les données. Au moment de l'analyse, une question me surgit où je me pose la question, est-ce que le fait d'être né d'une maman VIH+, est un facteur à risque? Si je n'avais pas collecté cette information, je ne peux pas répondre à cette question. Vous voyez? Donc, comme je disais, avec ça, on comprend bien l'importance et le rôle du plan d'analyse. Et lorsqu'on a fait ce plan d'analyse, on s'appuie dessus pour définir notre questionnaire. Et bien sûr, on verra dans ce cours comment on parle de questionnaire tel que vous connaissiez avant pour avoir un formulaire utilisable sur une tablette, sur un ordinateur ou sur tout simplement votre téléphone. Voilà. Donc, j'ai parlé de la source des données, j'ai parlé du processus de collecte, de compilation, je parle d'analyse. Rapportage maintenant. Une fois qu'on a collecté des données, on les a analysées, il faut aussi s'assurer que le rapportage est fidèle à ce qu'on a collecté comme données et à ce qu'on a comme résultat d'analyse. Vous voyez, très souvent, les gens auront tendance, une fois qu'ils ont posé une hypothèse, pendant qu'ils font l'analyse ou qu'ils collectent les données, ils sont focalisés sur leur hypothèse. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut à tout prix que l'hypothèse soit vraie, que ça marche comme on a pensé. Je prends une hypothèse, hein. On dit que le statut de la maman a un lien avec le statut futur de l'enfant. Et lorsqu'on a posé cette hypothèse, on se met sur le terrain à collecter les données. On veut à tout prix qu'après analyse, on confirme que cette hypothèse-là est recevable. Or, ce n'est pas ça le souci. Ce qu'on veut, en réalité, on veut que les analyses nous le montrent, si c'est possible. Si ce n'est pas le cas, on dit que ce n'est pas le cas. Mais j'ai vu souvent des gens qui ont voulu forcer les données, comme on dit, pour obtenir les résultats qu'ils veulent. Vous voyez, ça pose quel problème? Ça pose le problème d'intégrité. Et cette fois-ci, le problème d'intégrité n'est pas au niveau des données, c'est au niveau du rapportage. C'est-à-dire qu'il a fini l'analyse et au niveau voilà, l'analyse est terminée, mais au niveau du rapportage, il a voulu forcer un peu les choses. À ce moment-là, ça pose un problème d'intégrité. Une fois qu'on a rapporté, il reste la partie de l'utilisation.
Ce n'est pas forcément à notre niveau, mais c'est important de le savoir aussi. Même à ce niveau, au niveau de l'utilisation, il est important que le résultat de l'analyse des données qu'on a fait, le rapport qu'on a sorti, soit utilisé de façon intègre. Ça veut dire que on sort un résultat, celui qui utilise pour prendre la décision doit s'en tenir à ça. Et toutes les décisions qu'il doit prendre doivent être conséquentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'au moment de l'utilisation d'un résultat, on déforme le résultat. Si on déforme le résultat, ça pose un problème d'intégrité. Donc, voilà à peu près ce tableau nous expose donc le cadre dans lequel l'assurance qualité des données se poursuit. Donc, dans ce cadre-là, d'un côté, on a le système de gestion des données, c'est-à-dire on a l'ensemble des outils, des processus qui vont amener à la collecte, à la compilation, à l'analyse, au rapportage et à l'utilisation des données. D'un autre côté, on a le processus d'assurance qualité qui s'appuie sur des critères qui vont permettre de mesurer par rapport à chaque élément dans le domaine de gestion, de mesurer l'exactitude, la fiabilité, l'intégrité, la précision, l'exhaustivité et la promptitude du résultat obtenu. Si on est par exemple au niveau des sources, on doit être sur la bonne source, la source doit générer des données fiables, la source doit rester intègre, c'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre des données. On a besoin des données dans la ville de Yaoundé, dans l'arrondissement de Yaoundé 6, et on se retrouve aussi avec des données de l'arrondissement de Yaoundé 4. Et là, si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème de fiabilité, d'intégrité de source. Au niveau de la compilation, on doit aussi s'assurer que pendant la compilation, on n'a pas rejeté certaines données, on n'a pas dupliqué certaines données, et ainsi de suite. On a vu tout ça. Voilà. Des questions? S'il y a des questions, je réponds et puis on avance. Sinon, on suppose que tout est bien saisi et on avance. Pas de questions. OK. Alors, problème de qualité au niveau de la source. Les problèmes liés à la source des données. On parlait tout à l'heure. Le risque potentiel de mauvaise qualité des données augmente avec la source des données secondaires et tertiaires. L'exemple, c'est la validité des données. Données peut être complexes. La fiabilité, enregistrement incompatible d'une information par différents membres du personnel. J'ai parlé de la source de données tout à l'heure et je disais qu'effectivement, même la source de données on doit vérifier que la source de données est fiable. Par exemple, ici, on nous dit plus on a des sources différentes de données, plus on a des risques d'avoir des données de mauvaise qualité. L'exemple de fiabilité qu'on prend, par exemple, enregistrement incompatible, imaginez, on est dans le suivi d'un patient VIH. Dans un service A, on relève son âge. Et dans un service B, pour le même patient, eux, ils préfèrent relever la date de naissance. Mais il se passe que pour le même patient, on a mis dans le service B, on a mis né en 1990,
Ça veut dire que techniquement, au moment, si on s'en tient à aujourd'hui, on s'attend à ce que ce soit une personne qui a 31 ans. Mais aujourd'hui même, dans le service A, quand on saisissait ces données, on a inscrit 25 ans pour le même patient. Vous voyez que au moment de la compilation des données du service A et du service B, on aura un problème de compatibilité. On aura que pour le même patient, on a, si on veut ressortir l'âge, on a la valeur 25 et la valeur 31. La question maintenant, c'est à quelle source doit-on faire confiance? On a un problème. Donc, la multiplicité des sources peut poser un problème de fiabilité. La multiplicité des sources aussi peut poser un problème de validité. Exemple, dans le service A, on voit bien qu'on doit saisir son nom, son prénom, l'âge, le sexe, et on va prendre sa température. Alors, celui qui est dans le service B, on va saisir aussi son nom, son sexe, on va saisir son poids et on va prendre sa tension. Mais il se passe que celui qui est au service A saisit, écrit juste le nom et se dit naturellement que bon, au service B, on va prendre tout ça. Lui, il ne prend pas les données. Au service B, lui aussi, il écrit juste le nom et dit le reste, on va saisir au service A. Les données arrivent au niveau central avec des données manquantes. Le patient se présente avec juste le nom, la température et la tension. Personne n'a pris son sexe, personne n'a pris son âge. Vous voyez que parce qu'une personne n'était pas chargée de collecter toutes les données qu'on a collectées, on se retrouve avec des données incomplètes. Et ça, c'est dû aussi donc à la source des données, la provenance des données. Alors, comment est-ce qu'on fait pour assurer la qualité des données dans ce cadre-là? Quels sont les éléments à prendre en compte dans ce cadre? Les éléments à prendre en compte, c'est qu'on doit concevoir les instruments soigneusement et correctement. C'est simple. Ça veut dire qu'on va prendre du temps pour être sûr que les outils de collecte de données ont été soigneusement conçus. Ça n'oublie rien, les contraintes sont définies et tout ça. Quand on dit inclut le fournisseur de données, c'est-à-dire l'intervenant et l'agent de traitement de données dans la prise de décision pour déterminer ce qui est possible de collecter, de revoir le processus et d'élaborer les instruments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en train d'implémenter, de concevoir une étude pour faire une enquête. L'enquête collecte des données sera faite sur le terrain. Vous allez vous adresser aux ménages dans les communautés et vous allez travailler avec les responsables des aires de santé, qui sont ceux qui vont collecter ces données-là. Les bonnes pratiques voudraient qu'au moment où vous concevez votre questionnaire ou vos outils de collecte, que vous soyez avec le responsable de l'aire de santé, qui est celui qui va collecter la donnée, de qui la donnée va venir. Pour qu'il puisse vous dire au moment où vous dites l'âge, qu'il puisse vous dire que voilà, dans l'aire de santé où vous voyez là, les parents peuvent vous donner leur âge.
ou non. Ça fait que vous seriez plus disposé, plus à même à définir si une donnée est collectable ou non. Et si c'est le cas, quel est le processus pour le collecter? Élaborer les documents, les instructions pour les collecteurs. On appelle aussi ça les SOP. N'envoyez pas quelqu'un sur le terrain collecter les données sans lui donner un document explicatif sur comment il collecte la donnée. On doit expliquer comment une donnée doit être collectée. Par exemple, on fait une étude sur, je prends un peu le choléra, l'épidémie de choléra. On veut voir dans une zone donnée quelles sont les sources possibles de contamination. Et une des valeurs qu'on doit collecter, c'est la proximité entre les sources d'eau qui sont utilisées dans les ménages et les toilettes. Ça veut dire qu'on doit mesurer la distance entre un puits et, si on est dans un ménage, entre le puits et les toilettes et la fosse septique. Alors là, par exemple, on doit préciser si cette distance-là, comment on prend cette mesure. Avec un mètre, en mesurant le nombre de pas, comment est-ce qu'on prend? Vous voyez que ça doit être clairement dit au collecteur que voilà pour cette donnée-ci, voici comment est-ce qu'on collecte cette donnée. Sinon, un autre va arriver sur le terrain, un premier collecteur aura l'intelligence d'acheter un mètre, un décamètre, et il va mesurer avec un décamètre. Un autre va dire, bon, moi, je vais compter le nombre de pas. Et je suppose qu'un pas, c'est 1 mètre. Et un autre va dire, je suis suffisamment intelligent pour définir la distance en regardant les 2 points. Vous voyez, s'il n'y a pas d'instruction claire sur le processus, sur comment ça va se passer, vous allez avoir des données dont la collecte ne respecte pas le même processus. Il y a un problème donc de cohérence. Même si à la fin, les données de prime abord ne posent pas de problème de qualité, je veux dire que vous ne pouvez pas détecter directement qu'il y a un problème parce que les valeurs qui seront là seront certainement bien. Mais ce ne seront pas des valeurs exactes parce que ce n'est pas ce qui est sur le terrain. Vous voyez? Donc, si les instructions sont clairement définies, alors celui qui est sur le terrain doit respecter scrupuleusement les instructions. Et on est sûr que parce que tout le monde a suivi les mêmes instructions, les données qui sont collectées respectent les mêmes standards. Deuxième chose, une autre chose, c'est s'assurer que tout le personnel qui aura la tâche de collecter cette information-là, ils sont formés. Une fois que vous avez fini votre questionnaire, vous devez le prétexter et vous devez former les collecteurs. Vous devez former les agents de collecte pour vous assurer qu'ils comprennent tous le projet de la même façon, qu'ils comprennent ce qu'on attend de la même façon, qu'ils sont, comment je veux dire, outillés pour vous rapporter les données avec le même niveau de compréhension. Et bien sûr, l'autre chose, c'est faire le bon choix de l'échantillon sur lequel on va faire la collecte. Alors, on a vu des problèmes qui peuvent surgir au moment par rapport à la source. Maintenant,
on est au niveau des problèmes qui peuvent surgir au moment de la collecte. On a déjà vu que par rapport à la source, on a vu que des données peuvent être incomplètes parce que celui Monsieur, qui s'il vous collecte, plaît, oui, j'ai une question par rapport oui, à développer un échantillon approprié. oui. Donc, je voudrais savoir pratiquement comment ça se fait. Pratiquement, comment ça se fait? Pratiquement, c'est que quand vous choisissez votre échantillon, vous devez faire des tests pour vous assurer que cet échantillon-là est représentatif de la population étudiée. Vous savez au moins comment faire ces tests-là. Allô? Bon, C'est vrai que moi, nous avons c'est vrai que nous avons des formules et tout, mais pratiquement, là, c'est un peu compliqué pour moi. pratiquement, je prends un exemple pour être plus pratique. Vous voulez faire une étude sur les étudiants, l'ensemble des étudiants de l'université de Tchad. OK? Une étude sur le niveau, je ne sais pas, comment je vais prendre un exemple qui va me permettre d'être plus concret. Supposons qu'on veut faire une étude sur le comment je dirais ça, sur la prévalence en milieu estudiantin, la prévalence VIH en milieu estudiantin au niveau de l'université de Tchad. Il est clair que vous n'allez pas tester tous les étudiants de l'université de Tchad. On est d'accord. Maintenant, vous n'allez pas non plus choisir un échantillon qui n'est pas représentatif des étudiants de l'université de Tchad et donc qui ne vous permettrait pas de faire des conclusions en projetant sur l'ensemble des étudiants. Alors, comment est-ce qu'on peut faire un échantillon concret? C'est qu'on peut se dire que les étudiants de la filière ou les étudiants du département d'épidémiologie. Partant de cette base, les étudiants du département d'épidémiologie peuvent être un bon échantillon. OK? Mais comment on vérifie qu'ils sont un bon échantillon représentatif? On va prendre les données qui existent concernant les étudiants de l'université. On va prendre les données connues qui existent concernant le département et on va essayer de montrer par des calculs, par des tests statistiques que les étudiants du département d'épidémiologie sont représentatifs de l'ensemble des étudiants de l'université de Tchad. OK? C'est ça fait comment je vais dire, c'est à ce moment-là qu'on dit qu'on a fait un échantillonnage qui correspond, qui est représentatif de la population. Alors, si, quand vous me dites, vous calculez, vous avez les formules, en réalité, ce que vous faites en général, c'est pour calculer juste la taille. Ça ne vous dit pas si les personnes que vous allez interroger ou l'ensemble des personnes qui feront partie de votre échantillon sera représentatif. Est-ce que vos calculs vous permettent de dire ça? Non. Non. Parce qu'en réalité, vos calculs vous donnent juste la taille de l'échantillon, le nombre d'individus qu'on devrait avoir dans l'échantillon avant de dire que c'est un bon échantillon, c'est ça? Oui, c'est ça.
Voilà. Mais ce que moi, je vous dis, c'est de dire que en plus du nombre, c'est-à-dire en plus de la taille de l'échantillon doit être représentatif. Je prends un autre exemple concret. On a donc fait cela. Premier test, proportion, nombre de femmes. On dit, OK, à peu près au département d'épidémiologie, on a à peu près 60% des femmes. 60% d'étudiants sont femmes. Je fais une étude comparative avec les données existantes. On me dit, oui, l'université a à peu près effectivement 59,5% de femmes. Vous voyez? Ça veut dire que répartition par rapport au sexe, c'est bien représentatif. Mon échantillon est bien représentatif. On est d'accord? Après, je me dis, OK, de ces étudiants-là, la proportion, par exemple, parce que très souvent, les éléments qu'on va prendre pour vérifier la représentativité, ce sont les éléments démographiques très souvent. Vous voyez, le sexe, l'âge, l'âge moyen, ainsi de suite. Et quand on va prendre tous ces éléments, on va comparer. Vous savez, en statistique, il y a bien les tests de comparaison. Et donc, c'est le résultat de ces tests de comparaison-là qui vont permettre de nous dire si l'échantillon est représentatif. Maintenant, du côté des études, comment est-ce qu'on va faire ces comparaisons? Bien sûr, en cherchant les valeurs dans la littérature. Si vous êtes en train de faire une étude sur l'ensemble des populations du Cameroun, il faut faire la littérature sur d'autres études qui concernent l'ensemble des populations du Cameroun. Ça vous permettrait d'obtenir les données concernant l'ensemble des populations du Cameroun. Maintenant, lorsque vous avez la taille de votre échantillon, le choix de l'échantillon maintenant, il faut des critères qui permettent d'obtenir que tous les individus que vous avez dans votre échantillon permettent de vérifier effectivement, en termes de comparaison, les données qu'on a obtenues lorsqu'on faisait notre revue de la littérature. Donc, j'espère que ça a été un peu plus clair comme ça, que c'est plus, comment je vais dire, plus pratique. Oui, oui, monsieur, merci. Voilà. OK. Alors, au moment de la collecte, on peut avoir comme... Il y a une autre question? Monsieur. Monsieur, je voulais savoir si c'est, en fait, au point 2, la solution du point 2 inclut les fournisseurs. Oui. Monsieur, est-ce que... Bon, attendez, oui. Oui. Posez votre question. Vous avez dit tantôt que normalement, pour faire un bon questionnaire, il faut inclure tous les parties, en fait, les intervenants. Oui. Oui. Je prends le cas du mémoire, ou du moins ceux d'une recherche, une étude qu'on va faire peut-être très loin. Je ne sais pas si en incluant des personnes, ça ne va pas trop nous demander. Quand vous dites, oui, je comprends votre question. Ça veut dire que peut-être vous ne m'avez pas compris, mais je vous explique ça. Quand vous dites très loin, je comprends. Très loin, c'est là vous parlez des personnes physiques, personnes concrètes. OK? Mais l'étude que vous menez, n'est-ce pas? Que cette étude se passe à Makari, dans l'extrême nord, ou à Kiosi, ou encore à Mulundu. Si on est dans le domaine de la santé est harmonisée au Cameroun. Ça veut dire que ce qui est vrai en termes de personnes ou de fonctions pour Makari, pour l'aire de santé de Makari, est vrai pour l'aire de santé de Tchangville.
OK? Ça veut dire que la question qu'un chef d'aire de santé, le chef d'aire de santé de Makari peut répondre, celui de Chang peut répondre aussi. Est-ce que vous voyez un peu de quoi il s'agit? Quand je dis inclure les intervenants, je ne suis pas en train de dire d'inclure directement celui qui va faire la collecte de façon intuitive personnelle. Non. Je dis d'inclure la qualité de la personne. Si vous allez interagir avec les chefs de district, alors au moment de penser votre questionnaire, posez la question à un chef de district. Parce que tous les chefs de district vont rencontrer probablement les mêmes problèmes face à une situation donnée. Vous voyez? Est-ce que ça répond à votre question? Oui, très bien, monsieur. Merci beaucoup. Voilà. OK. On en était où? Alors, au moment de la collecte, ici, on part sur la base que vous avez d'abord collecté sur du papier et que vous êtes en train de faire la retranscription. Quelqu'un a bien collecté l'âge 10 ans, mais au moment de saisir, on a saisi 1 et O. Ça pose un problème. Si vous appliquez une fonction numérique là-dessus, ça ne va pas marcher. Parce que 1 et O est vu comme un texte et non comme un chiffre, non comme un nombre. Donc, la retranscription. Mais, si on dit qu'on collecte les données électroniquement, est-ce que vous pensez que ce problème de retranscription peut se poser aussi? Comment ça s'entrevoit lorsqu'on est à la collecte des données avec les outils électroniques? Vous avez une idée? OK, bon. C'est simple. La retranscription, c'est la saisie des données. Et donc, même lorsqu'on collecte les données avec une tablette ou un téléphone, on saisit les données. Donc, il peut avoir des soucis de complétude lorsqu'on est en train de saisir les données. On peut saisir en sautant un champ, en oubliant carrément une page. Donc, il peut y avoir des problèmes de données incomplètes. La transcription, oui, c'est ce que je disais, transcription incorrecte. Ça veut dire, au lieu de saisir 1 et 0, on saisit 1 et O. Ça pose un problème. Au lieu de saisir 5, on saisit S. Et c'est un problème. Donner des champs de saisie ne sont pas appropriés. On a vu ça. J'ai parlé de l'inverse. Ça veut dire que dans le champ de sexe, on met l'âge et dans le champ de l'âge, on met le sexe. C'est des données qui vont comme ça apparaître au moment de la collecte des données. Voilà. On a parlé aussi de l'incohérence des données entre les différents agents de saisie. Ce qui était possible avec les sources de données, voilà aussi qu'au niveau des agents de saisie, ça pose un problème. Les données X a saisi quelque chose et Y saisit quelque chose de différent pour les mêmes types de données. Ça pose un problème. Alors, comment on résout cela? Comme on a dit, les instructions pour la collecte des données, vérifier régulièrement pour voir si les instructions sont suivies. Ça veut dire que lorsque vous envoyez des gens sur le terrain, ça ne doit pas être comme une bouteille qu'on a jetée dans la mer en priant le bon Dieu que le vent l'amène à bon port. Vous devez être régulièrement derrière cette personne pour être sûr que cette personne est en train d'exécuter les instructions qui lui ont été transmises. Et ça, c'est un travail quotidien. Quand vous allez finir avec votre formation, pour ceux qui seront les plus chanceux parmi vous,
pourront avoir directement un poste de M&E quelque part. D'autres seront même directement project manager, chacun a sa chance. D'autres vont commencer par la saisie des données, d'autres seront des agents de terrain. Mais peu importe le poste que vous aurez après votre formation, vous aurez à traiter avec des données. Et pour ce faire, vous devez vous assurer, une des choses qui doit être restée gravée dans votre tête, c'est que pour avoir des données de qualité, le suivi est quotidien et permanent. Un gestionnaire de données ne peut pas passer 2 jours dans le cadre d'un projet sans regarder ses données. Seul le jour où il va venir regarder sera surpris, ce sera la catastrophe. Donc, vous imaginez tout l'intérêt qu'il y a à mener cette activité-là. Identifier ce qu'il faut faire. Si quelqu'un veut apporter une modification à la donnée, à la collecte des données, ou si vous avez un problème lors de la collecte des données. Exact. C'est-à-dire qu'au préalable, il faut déjà au préalable, lorsqu'on s'est rendu compte que soit on a oublié quelque chose, soit on veut modifier un certain processus, on ne peut pas directement modifier. Il faut définir ce qui va être fait et que tout le monde soit d'accord. Et une fois que c'est fait, c'est à ce moment qu'on met en œuvre. Vérifier pour voir si les gens suivent les changements. Vous voyez qu'ici, c'est au cours de la collecte. C'est-à-dire qu'on a identifié qu'il y a un problème et on a défini ce qu'il y a à faire. Et en permanent, on vérifie pour être sûr que tout le monde a intégré le changement. Un exemple, et ça, c'est un exemple que j'ai d'ailleurs vécu dans un projet. Moi, je conçois l'outil de collecte. J'étais responsable de concevoir l'outil de collecte et bref, aussi de l'analyse plus tard. Quelqu'un d'autre était responsable du suivi des données, c'est-à-dire que data manager, et on avait toute une équipe de projet. Maintenant, on s'y était un peu mal préparé. Ça veut dire qu'on n'a pas suivi toutes les étapes que je vous ai définies tout à l'heure. On n'avait peut-être, par exemple, pas défini le plan d'analyse. Et au cours de la collecte, pendant les réunions et les brainstorming, on commence à se poser la question, on devrait pouvoir faire telle analyse. Est-ce que ce sera possible avec les données qu'on a? On observe les données et on se rend compte que ce ne sera pas possible si on ne modifie pas le questionnaire. Première erreur avait déjà été qu'on fasse un questionnaire sans au préalable faire le plan d'analyse. Deuxième erreur, c'est que on a effectivement fait la modification qu'on a dit. On a déployé directement, comme c'était un système centralisé, on a demandé aux agents de collecte de déployer dans leurs différentes tablettes. Deuxième erreur, avant de relancer la collecte, on n'a pas vérifié que tout le monde avait fait la modification. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La base de données s'est trouvée complètement incohérente. Pourquoi? Parce qu'on avait un groupe qui continuait à collecter les données avec l'ancien formulaire et un autre groupe qui continuait à collecter avec le nouveau formulaire. Et toutes les données, puisque c'était centralisé, arrivaient dans la même base de données et étaient directement compilées sans que nous, on puisse intervenir. Et c'est lors d'une autre réunion, quand on voulait vérifier les données, qu'on se rend compte de cette incohérence. Plusieurs milliers de données avaient déjà été saisies. Je ne peux pas vous dire la difficulté que ça a été de corriger cela.
Donc, vous imaginez la nécessité d'être sûr que le changement qu'on a fait, tout le monde suit. Si ce n'est pas le cas, on est bien foutu. Voilà. Et je crois que je l'ai déjà dit pour le dernier point. Il faut s'assurer que tous nos besoins seront couverts par la collecte. En termes de collecte, saisie, analyse, bref, tout. Parce que ça, si on ne s'assure pas en avance, on va finir la collecte et se rendre compte que tout ce qu'on a collecté ne répond même pas à 50% aux questions qu'on voulait se poser. Oui, je vois quelqu'un qui a levé la main. Il n'a pas de nom. Son nom, c'est iPhone 6, quoi, je ne sais pas. Quand vous vous connectez, prenez la peine d'insérer votre nom pour qu'on puisse vous appeler. Je ne veux pas appeler quelqu'un iPhone 6 quand même. Oui, monsieur, je voudrais savoir. Oui, je voudrais savoir concernant. Oui, vous êtes, présentez-vous. Oui, c'est William D. En fait, je voudrais savoir concernant les incohérences qui puissent survenir lors de la collecte des données. Est-ce que Oui, je suis William D. William D. Oui, je vous écoute. Oui, je disais concernant les incohérences qui puissent survenir lors de la collecte des données, est-ce que les champs à monter pour une collecte de données numériques lorsque la donnée est cohérente ou alors erronée? Votre question, je ne la saisis pas bien. Vous voulez savoir si est-ce que les champs qui sont dans le formulaire de collecte de données ne peuvent pas permettre de résoudre le problème de cohérence? Oui, de déceler les données fausses lorsqu'elles sont enregistrées directement. Voilà. OK. Là, vous y prenez un peu en avance. Effectivement, quand demain on va entrer dans la phase un peu plus pratique et moins théorique, on va bien comprendre cela. Effectivement, l'avantage que la collecte électronique a sur la collecte papier, c'est qu'effectivement, lorsqu'on monte le formulaire, une fois qu'on a défini clairement, on a précisé ce qu'on veut, au moment où on monte le formulaire, on peut encadrer ou réduire le risque de données incohérentes. Ça veut dire qu'on peut définir les contraintes autour des champs de données. Mais ces contraintes-là sont beaucoup plus des contraintes syntaxiques. Ça veut dire, certainement, on va dire qu'un champ est numérique. Donc, si tu tapes une lettre, ça ne va pas donner. Du coup, une incohérence du genre 1 O au lieu de 10, ça, c'est bon, c'est réglé. Mais c'est bon, c'est réglé parce qu'on aura prévu ça au moment de la conception du formulaire. Et vous comprenez pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut bien concevoir, savoir ce qu'on veut, définir son plan avant de concevoir le formulaire. Parce que si on ne le fait pas, rien ne nous dit qu'au moment de la conception du formulaire, on doit mettre l'accent sur la nécessité de contrôler que les valeurs d'un champ sont soit essentiellement numériques, soit essentiellement textuelles, soit autre chose. Vous voyez un peu. Mais les outils nous permettent de faire ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, ce cours devient intéressant parce que si vous intégrez tous ces éléments-là et vous commencez à utiliser effectivement les outils de collecte de données numériques pour collecter vos données, vous allez comprendre qu'il y a un bon nombre d'éléments d'incohérence qu'on pouvait avoir lorsqu'on collectait sur papier avec beaucoup de difficultés de correction plus tard, qu'on n'aura plus lorsqu'on est sur l'outil électronique. Et l'outil électronique offre en même temps la facilité de pouvoir repérer et corriger plus facilement, même s'il y a une incohérence. Donc, dans ce cadre-là, voilà l'explication que je peux vous donner. C'est oui, les outils numériques peuvent permettre d'encadrer, de réduire les soucis de cohérence, mais c'est seulement
lorsque dans la conception de ces outils, on a pris en compte déjà que les contraintes qui sont associées aux différents éléments ou aux différents objets qu'on doit collecter. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, pas d'autres questions. On va avancer. Donc, toujours dans le domaine de la collecte, former les agents, ça, on a déjà parlé de ça, sur comment collecter. Développer les procédures standards, SOP, ça, vous avez déjà entendu aussi certainement. Comment collecter, où collecter, quand collecter, tout ça entre dans les SOP. Procédure standard d'opération. Donc, développer les procédures de révision pour la révision des outils. C'est ce qu'on venait de dire. Ça veut dire que lorsqu'on veut redéfinir ou faire une modification sur un outil qu'on a déjà conçu, on ne doit pas le faire juste parce qu'on en a envie. Ça doit respecter une procédure. Ça veut dire qu'au moment de la conception, vous voyez, tout se passe à la phase de conception. Et quand on va entrer demain dans la méthodologie, on va bien voir tous ces éléments. Au moment de la conception déjà, on doit penser qu'il est possible plus tard de modifier les outils. Et si on pense cela, on doit définir les procédures de modification. Comment on modifie? Au moment où on modifie, comment on met en œuvre? On pense à tout ça. Communiquer sur le processus de collecte dans le cadre des formations et régulièrement avec les agents de collecte. Conduire les revues des sites. Ça, par contre, on n'avait pas encore dit, mais c'est très important aussi. Voyez-vous, très souvent, ce que certains gestionnaires de données font, ou certains patrons font, parce qu'ils se disent patrons. L'erreur, c'est que quand il a fini de définir les outils, quand il a mis les outils prêts, il envoie les gens, il forme des gens, il les envoie sur le terrain, et tous les jours au téléphone, il appelle les gens. Oui, je n'ai pas vu les données d'hier, c'est comment? Et puis on dit, non, monsieur, je vous envoie ça tout à l'heure. Et après, on envoie les camps. Et au bout de 2 mois, il a peut-être déjà 20 000 lignes de données. Il se rend compte qu'il y a un problème quelque part. Il ne sait pas par où commencer et il ne sait même pas à qui s'adresser. Les agents de collecte sont presque à la fin de leur contrat. Ils ne sont plus sur le terrain. Alors, l'erreur qu'il a commise, c'est qu'il n'a pas pris la peine de faire des descentes sur le terrain pour contrôler l'activité de collecte. L'activité de collecte doit être contrôlée. Quand tu es responsable des données ou responsable de suivi et évaluation, tu dois permanemment, pendant toute la durée de la phase de collecte, aller sur le terrain pour t'assurer de plusieurs choses. Première chose, que les procédures de collecte sont respectées, que les outils fonctionnent tels que pensés au bureau et que la collecte se fait sur le bon site. Exemple, vous voulez comprendre comment se comportent les vendeurs dans la ville, dans la commune urbaine de Tchang. Les commerçants, vous menez une étude pour comprendre un phénomène chez les commerçants de la commune urbaine de Tchang.
Et vous envoyez les gens sur le terrain collecter les données. Vous ne partez pas sur le terrain, mais entre-temps, parce que un agent de collecte vit dans un quartier et qui n'a pas trop envie d'aller au marché pour faire sa collecte, il sort le matin. Bon, je connais un peu bien la ville de Tchang. Je vais prendre des exemples concrets. Vous voyez, vous avez un agent de collecte qui vit, par exemple, dans un quartier comme au quartier Aoussa, qui n'est pas du tout près du marché. Vous avez un autre qui vit dans un quartier pas loin de la cité universitaire. Et normalement, le lieu où la collecte doit se faire, tel qu'on a défini, ça doit se faire au niveau du marché central. Mais vous avez ces deux agents-là qui sont un peu paresseux. Pendant que les autres sont au marché, ils pensent qu'ils sont plus malins que tout le monde. Et ils sortent et se mettent quand même à interviewer leurs voisins, qui sont certes commerçants, mais qui ne sont pas certes les commerçants de la commune urbaine. Vous voyez, ils partent voir des commerçants qui sont extérieurs de la zone d'études. On voulait le comportement des commerçants du marché central. Et quelqu'un se dit, un commerçant, c'est un commerçant. Il prend le boutiquier du quartier Aoussa pendant que l'autre prend une vendeuse à l'étalage proche de la cité universitaire. Vous voyez que le fait que vous n'allez pas sur le terrain, vous aurez certes des données de commerçants, mais vous n'aurez pas des données fiables du fait que la source de ces données ne correspond pas aux critères définis dans le cadre de l'étude. Voilà pourquoi vous devez faire des conduites de revue de site. Ça veut dire que vous sortez un matin et vous décidez de faire le tour du marché central et de rencontrer tous vos agents de collecte. Si quelqu'un n'est pas là, il doit pouvoir justifier où il était. Et s'il a envoyé les données pour cette période où vous étiez au marché, il doit pouvoir justifier d'où est-ce que ces données proviennent. Donc, voilà en gros comment est-ce qu'on peut mener quelques petites activités pour assurer la qualité des données. Donc, pour cette première partie et pour aujourd'hui, pour ne pas surcharger parce que, à moins que vous n'ayez déjà eu tous ces concepts-là avant, d'habitude, quand moi je vais faire des cours, j'évite de surcharger l'étudiant parce qu'il faut qu'il ait le temps d'assimiler. Voilà. Donc, s'il y a des questions, vous me les posez. Sinon, on va se donner rendez-vous pour demain. Demain, ce sera un peu plus chargé. Malheureusement, ça commence un peu plus tard. Vous avez eu le programme. Vous allez utiliser le même lien demain à partir de l'heure indiquée. Mais demain, ce sera un peu plus chargé parce qu'on va finir la partie théorique et on va entrer plus en profondeur sur des éléments concrets. C'est-à-dire, demain, nous allons voir de façon concrète comment on conçoit un formulaire pour collecter les données à partir d'un mobile. Je suppose que vous avez tous un outil avec Android, soit une tablette, soit un téléphone, ou si vous n'avez rien de ces deux-là, vous avez au moins un ordinateur à votre disposition parce que à partir de demain, la partie théorique, vous aurez sur place un moniteur qui va travailler avec vous pendant que je fais la présentation. Et mercredi et jeudi aussi, on va faire
une étude de cas où on va se donner un sujet d'étude, on va ensemble concevoir le questionnaire, on va le déployer et puis on va faire des tests. OK. Donc, le micro est ouvert si vous avez des questions. Peu importe je vais dire, tant que ça reste dans le cadre de la gestion des données, de la collecte ou quelque peu de l'informatique, je suis ouvert, mais bon, si j'ai la réponse, Docteur, je vous le donne, sinon je vous envoie chercher. docteur, quand vous dites que demain, vous allez envoyer un moniteur pour travailler avec nous, il viendra au campus travailler avec nous. Au campus, oui. D'accord, docteur, c'est compris. Ah, où vous ne vouliez pas aller au campus. Non, non, docteur, pas de souci. Demain, nous serons Ok. d'abord au campus de toutes les façons. OK, voilà. Docteur, par rapport à la journée de demain, moi, personnellement, je vois par rapport à l'heure, Oui. donc on va être au campus jusqu'à pratiquement 20 heures, si j'ai bien vu. Oui. Écoutez, j'ai mis 7 heures parce que le professeur a dit que m'a fait savoir et que vous ne pourriez pas être disponible à l'heure indiquée comme l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le cas, parce que si ce n'est pas le cas, on peut toujours... Non, docteur, c'est le cas parce que demain, on a la présentation des rapports de stage, raison pour laquelle il vous a dit que nous ne pourrions pas être disponibles à la même heure qu'aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, c'est pour cette raison qu'on a mis cette heure-là. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que c'est, je veux dire, est-ce que pour ceux qui ne pourront peut-être pas être au campus à cette heure-là, Oui. est-ce qu'ils ne pourront pas, je vais dire, comme aujourd'hui, peut-être faire le cours? Est-ce que ce sera plus difficile pour eux, je vais dire, sans la présence du moniteur? Non, pas forcément. Donc, OK, parce Le qu'il y en a moniteur qui... sera là juste pour s'assurer que s'il y a des difficultés pratiques, qu'il puisse donner un coup de main concret étant sur le terrain, vu que je ne peux pas le faire étant ici. Mais sinon, D'accord. le cours est préparé et prévu pour être le plus détaillé possible pour que ce soit accessible à tout le monde. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, même si on est au campus, on pourra poser des questions et puis voilà. Merci, monsieur. Voilà. OK. Maintenant, autre chose que je ferai, c'est qu'après le cours, je vous enverrai un lien. Je vais créer un groupe WhatsApp où vous pourrez poser vos questions directement. Vu qu'on ne sera pas connecté au même moment, et je pourrai les répondre quand j'ai 1 minute pour cela. D'accord. Donc, j'enverrai un lien au professeur Atedje, il pourra partager avec vous. Ou ce lien, je pourrais le mettre même en commentaire dans le chat de ce cours pour demain. Pourquoi pas. D'accord, merci, monsieur. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça peut aller pour l'instant. OK. Donc, je crois que c'est donc bon pour aujourd'hui. À demain, lorsqu'il sera, quoi, 16 heures, c'est 16 heures? Oui, c'est ça. 16 heures, d'accord. OK. D'accord. Merci, docteur. Et bonne journée à vous. OK. Tant pour vous. OK. Et bon, alors.